balado podcast de l'expérience d'être soi parce qu'on vient de loin. Aujourd'hui, notre invité est M. Thériault, qui vient nous partager son expérience personnelle, professionnelle, suite à ses nombreuses années dans le monde de la santé. Bonne écoute! Je suis vraiment heureuse de pouvoir recevoir Pierre Thériault sur notre podcast de l'expérience d'être soi parce qu'on vient de loin et qui a été, je vais lui laisser se présenter et nous parler de son expérience de vie autant professionnelle que personnelle parce que vu qu'on est un podcast qui aide les hommes, il a tout pour pouvoir inspirer, guider, enseigner, partager son vécu. Alors, bonjour Pierre. Bonjour Marie. Comment vas-tu? Puis je te laisse te présenter. Écoute Marie, je suis très contente de pouvoir avoir ce moment avec toi. Toujours agréable de te retrouver. Écoute, je vais dire que je vais bien. Même si c'est pas toujours facile. Hein? Il y a des hauts et des bas. Absolument. Ma vie est pas facile. J'ai des bons défis. Écoute, je me présente. Je suis un médecin qui a vécu notre situation de façon... ça m'a beaucoup confronté. Ça m'a obligé de prendre de recul par rapport à ma profession. Je ne pratique plus la médecine depuis décembre 2020. J'ai officiellement confirmé ma démission du Collège des médecins cette année au mois de mars en 2023. J'étais totalement en désaccord avec les politiques du Collège, de la santé publique, du gouvernement. Les politiques qui ont été mises en place étaient pour moi incompatibles avec le serment que j'avais pris au moment de devenir médecin. Donc, ça a été... Évidemment, il y a eu des conséquences à ça. La vie a voulu que ça coïncide avec un divorce difficile. Donc, en plus... Beaucoup de deuil. Ça m'a mis dans une situation, toutes ces choses-là, dans une situation financière extrêmement précaire. Ça m'a mis face à mes limites. Hein? Je partais d'une situation où j'étais assez en contrôle de ma vie, à une situation où j'étais beaucoup, pas en contrôle de la vie et des événements, et à chercher comment naviguer cette tempête-là et comment survivre. Puis, avant que ça arrive, je voyais quand même l'évolution sociale, puis j'étais confronté évidemment avec toute la déshumanisation de notre système médical. Ça m'a mis dans une situation où je voyais ça venir, puis je me disais, moi, il y a un monde dans lequel je ne veux pas vivre. Puis malheureusement, on m'a amené dans un monde exactement comme dans mes pires cauchemars. Celui que tu voulais à tout prix éviter, il te collait après. C'est ça. Puis, j'admire beaucoup les gens qui ont été capables de se positionner là-dedans. Écoute, j'ai la chance d'être en lien avec des gens comme le docteur Robert Béliveau, que je pense que tu connais bien. Oui. Ça m'a mis en lien avec des gens comme Patrick Girardin, les gens de la 100e vague. Oui. Ça m'a mis en lien avec des gens comme Sylvain Laforêt. J'ai eu quelques entrevues avec, des gens comme Dan Pilon. J'ai assisté il n'y a pas si longtemps à Québec à la commission d'enquête nationale citoyenne sur la COVID. Ça m'a permis de rencontrer François Maléga, les gens qui ont témoigné là. Donc, j'ai vu comment il y a des gens qui ont été capables de se positionner à travers tout ça et de rester dans leur intégrité. Puis pour moi, cette intégrité-là, c'est quelque chose que j'admire, que je valorise, puis que je voudrais être capable de manifester de ma part aussi, là. De garder. Oui, exactement. Donc, ça m'a mis dans une situation difficile, mais par contre aussi, il faut être capable de voir que ça m'a permis d'être effectivement en lien avec une communauté de gens
extraordinaires. C'est comme toi, comme ta gang, comme les gens qu'on a rencontrés là, quand je suis allé vous visiter à la patrie. Là. Au centre, ouais. Ouais. Donc, moi, ma vie, ça a été une vie de service, une vie de recherche. J'ai beaucoup été aussi dans le domaine des arts. J'aime beaucoup la création, l'exploration. J'aime explorer tout. Tout m'intéresse. Donc, j'ai fait plein d'affaires. J'ai fait des formations en hypnose. J'ai été en Égypte avec Nassim Haramein de la Fondation Resident Science Academy. J'ai fait des parcours avec les Autochtones dans leur tradition. J'ai fait des sweat lodges, des rencontres pour écouter, apprendre leurs enseignements, leur spiritualité. Toutes ces choses-là, j'ai été dans des démarches philosophiques, des sociétés traditionnelles. J'ai fait pas mal d'affaires qui m'ont mis en lien avec pas mal d'affaires qui m'ont permis d'avoir quand même une certaine perspective du monde. Puis, je vis avec ça. Ben, t'as une belle ouverture, puis une belle curiosité. T'es vraiment équilibré là-dedans, là. Ben, tout m'intéresse, puis bon, là, on peut se poser la question aujourd'hui, est-ce qu'on veut savoir ou on veut pas savoir? La pelule rouge ou la pelule bleue? Ben, c'est ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui aiment mieux pas savoir. Ça leur permet de fonctionner au quotidien, d'aller à leur travail, de répondre aux besoins de leurs proches, de leur famille. J'ai beaucoup de respect pour ça. J'ai beaucoup de respect pour les choix que chacun fait pour eux. Puis moi, mes choix, ben écoute, je les assume. Puis j'ai envie d'apporter ma contribution, là. Mais là, c'est sûr que là, présentement, moi, j'ai un travail à faire sur moi pour gérer mes énergies, gérer mes deuils, gérer mes peines. Puis, c'est une des raisons pour lesquelles on était rentrés en contact au début. C'est parce que, avec le centre, je me disais, écoute, j'aimerais bien ça voir qu'est-ce que vous avez à offrir parce que j'aimerais ça pouvoir en profiter. Je pense que dans ce parcours-là, ce que j'apprends, c'est qu'on a vraiment avantage à partager nos expériences, à partager nos ressources pour guérir ensemble. Tout à fait. Tout à fait. Puis, suite à ça et avec ça, est-ce que tu as envie de nous partager l'observation que tu as faite par rapport à la détresse que les hommes peuvent vivre à plusieurs niveaux, puis en même temps faire peut-être des corrélations avec toi-même, ta vie, là, parce que tu n'es pas juste médecin, puis tu n'es pas juste un humain masculin. Tu es les deux, et plus encore, parce que tu n'es pas juste, tu sais, je veux dire, tu es un être créateur, là. Tu viens de le dire que tu t'es intéressé et tu es encore intéressé à plein de choses. Donc, la détresse, tu l'observes de quelle façon ça se manifeste, à quel niveau les hommes, ils rushent, là. Je pense que dans tout ça, la façon qu'on vit notre vie, puis la façon qu'on raconte notre histoire, c'est beaucoup ça qui vient justifier, construire notre détresse. Moi, si je regarde mon histoire, écoute, je viens d'une famille monoparentale. Ma mère a mis mon père dehors quand j'avais 11 ans à cause de des raisons de violence, puis d'alcool et tout, là, à une époque où ça se faisait pas. Donc, j'ai grandi avec une image de femme forte, qui était ma mère, qui élevait les 8 enfants tout seul, et une image très inadéquate de l'homme. C'est l'homme qui était, qu'on aurait voulu, le bon papa a raison, là. Mais écoute, mon père était, il était militaire. Il travaillait, il était dans les services d'information, il travaillait comme analyste en système, il travaillait dans le développement des services informatiques pour l'armée. Donc, j'ai considéré après que c'était quelqu'un, sa vie ne lui appartenait pas. Je pense que beaucoup d'hommes, ils ont le sentiment que c'est pas eux qui déterminent leur vie, c'est la vie, les modèles,
leurs histoires, les attentes, les obligations, les modèles qui les obligent. Ces modèles-là, moi, très jeune, pour moi, c'était surtout des modèles négatifs. Donc, le père, le conjoint, l'homme, les relations avec les femmes et les autres, j'avais besoin de modèles. Donc, j'ai cherché des modèles. J'ai cherché ça dans des groupes religieux qui offraient un modèle. J'ai cherché ça à travers ma profession, les modèles que la science, la sociologie nous offrait. T'sais. Donc, c'était très prescrit. T'sais. Mais toute cette notion-là de se connaître soi-même, là, c'était pas évident. Puis, il y a un des moments dans ma vie que j'ai trouvé important et difficile, c'était un moment où, en fait, j'avais tout réussi, ce qu'on est supposé réussir pour être heureux. J'avais une belle femme, belle profession, le respect de mes collègues, j'étais bien installé, tout allait bien pour moi, j'avais réussi mon parcours. Mais quand je m'arrêtais, je suis obligé de me dire, je suis pas heureux. Ça me troublait, ça. Mais comment ça? Comment ça? La société dit qu'avec tout ce que tu avais, tu étais censé d'être sur ton X. C'est ça. Donc, j'avais tout fait ce qu'il fallait faire, mais en fait, tout ça en ne m'écoutant pas moi, en étant déconnecté de moi. Bon, mais le moi dont je parle, je savais même pas qui c'était. Mais il y avait un aspect de moi qui a voulu s'exprimer à travers l'art, à travers des crises de folie, je pourrais dire même, à travers des débordements, à travers des situations qui me dépassaient, à quelque part que je provoquais sans vouloir vraiment consciemment le faire, qui me confrontaient et qui faisaient que ce que j'avais construit, je suis obligé de tout le remettre en question. Beaucoup de remises en question. Donc, je pense que... Mais puis c'est peut-être pas juste ce que tu as construit, c'est peut-être tout ce que tu as appris. Donc, exactement. Puis toute cette notion d'identité, je suis qui, moi? Cette quête identitaire-là, je pense que beaucoup de la souffrance des hommes vient de leur quête identitaire. Je suis qui, moi? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? C'est des questions qu'on pourrait dire existentielles. C'est les quêtes de vision qu'on voit dans les traditions autochtones, chez les Premières Nations. Beaucoup de leurs rituels et de leurs cérémonies sont autour de cette quête identitaire-là. Qui je suis? C'est quoi ma place dans ma communauté? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Qu'est-ce que je suis venu offrir? Je pense que c'est des questions fondamentales auxquelles on a à répondre si on veut vraiment être bien. Bien, depuis la nuit des temps, on dit à l'homme quoi faire, quoi pas faire, puis de quoi qu'il devrait avoir l'air. Exactement. Puis là, une couple de décennies, là, ça a tout changé. Je suis pas en train de dire que la femme qui a pris sa place, c'est pas correct. Je fais juste dire que la femme a décidé qu'elle avait plus besoin d'hommes. Fait que, ou si l'homme voulait être à côté de la femme, voyons. Caricature? Oui, c'est ça! Caricaturise. Oui, c'est ça, merci. Alors, je fais ce mot-là. Et ça fait en sorte que l'homme qui pouvait se sentir à tout de moins, au moins un peu utile depuis des siècles, s'est retrouvé plus utile du tout. Puis après ça, ben là, il a dit, il faut que tu sois rose, il faut que tu te parles, il faut que tu fasses de la croissance personnelle, il faut que tu fasses du yoga, il faut que tu fasses à manger, Là, le moment donné, présentement, puis là, surtout, je crois qu'il y a eu un gros boom depuis les 3 dernières années, l'homme a comme perdu complètement ses repères. C'est plus juste, il ne se connaît pas, puis quand il prend un temps d'arrêt, moi, c'est ce que j'ai observé, je ne sais pas toi de ton côté, tu pourras nous le dire, mais quand ils font le temps d'arrêt, ils se rendent compte qu'ils ne se connaissent pas. Ils savent même pas c'est quoi leur couleur préférée. Ben, tu sais, avant, je dirais à l'époque de mon père, il a vécu
à quelque part, sa déchéance personnelle, là, tu sais, comme père et tout ça, mais c'était pas une mauvaise personne, là. Non. Il était le fruit de son éducation, son époque. Puis, mais les hommes avaient, écoute, une génétique des mémoires de guerriers. Absolument. De protecteur. On est encore dans une société guerrière. Hein? C'est la domination masculine, c'est l'imposition des idées, c'est des décrets, c'est l'autoritarisme, on ne veut pas être remis en question, c'est comme ça parce que c'est comme ça, parce que moi j'ai décidé que c'était comme ça. Bon, tu sais. Donc, tout cet héritage-là, puis on a besoin d'amour. Absolument. Puis où est-ce qu'elle est l'amour? Là? Puis même encore là, tu sais, c'était justifié à quelque part par amour. Ah, parce que je t'aime, je te bats. Tu sais, parce que je t'aime que tu reçois la claque. Là, tu sais. Il y avait une violence qui était justifiée par une autorité. Il disait que c'était nécessaire, ça faisait partie de l'éducation. Donc, nos hommes, nos parents, nos ancêtres ont vécu plus ou moins, j'imagine, selon les cas, dans un régime comme ça. Ouais. Effectivement, il y avait un contexte politique et religieux qui dominait tant au niveau physique, temporel, ce que tu faisais, que religieux, ce que tu pensais. Ouais. Tu étais condamné à l'enfer ou au purgatoire si tu ne pensais pas comme tu étais supposé. Mm. Bon. Là, aujourd'hui, on est capable de regarder ça avec du recul et de dire, mais ça n'a pas d'allure. Mais c'est de là qu'on vient. Mm. Puis on a encore ces mémoires-là. Donc, il y a énormément de guérison à faire. Moi, dans mon parcours de réaliser, justement, bon, je suis dans un monde de mensonges. Je suis dans un monde de manipulation. Je suis dans un monde d'abus. Absolument. Puis pas... Ici, on parle de l'abus de toutes sortes, des hauts placés versus des employés plus bas, hommes, femmes, hommes, les enfants envers les parents. C'est de tout, là. Ben, dès qu'on use d'une contrainte, d'une menace, d'une obligation pour faire à quelqu'un ce qu'il ne ferait pas en temps par normal. eux-mêmes, Ouais. de leur bon vouloir, c'est de l'abus. Ouais. On ne permet pas l'expression de l'être humain dans sa vérité. Donc, moi, écoute, dans ma crise de remise en question avec mon divorce puis ma retraite de ma profession, de me retirer de mon travail parce que c'est une forte identité des docteurs. Absolument. Ça occupe beaucoup, mais de me retirer de tout ça, puis d'avoir à réaliser, de dire, bon, ben là, je suis qui, moi? Puis là, je me faisais demander, tu veux quoi? Je veux plus rien. Je n'étais même pas capable de dire ce que je voulais, sinon la paix. Tu sais? T'es quoi? Ben, je peux dire, je suis fatigué. Je suis brûlé. Oui, épuisé mentalement, physiquement. Okay. Puis tu désires quoi? J'en avais même plus de désir, Marie. Mm. Puis là, bon, comment tu te sens? J'étais pas capable, avec toute l'intelligence et les connaissances que j'avais, de me brancher sur moi. Mm. Ce qui se passait à l'intérieur de moi. Je rationalisais tout. Puis là, je voulais dire, bon, mais je me sens pas bien, je suis fatigué, tout ça. Puis là, bien, évidemment, j'avais plein de raisons pour justifier comment je me sentais, mais je pouvais pas trouver de raison pour me dire, j'ai le droit de me sentir bien, j'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit d'avoir du plaisir, j'ai le droit d'être bien. Ça, ces circuits-là, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas C'est activés. quand on demande aux hommes d'exprimer leurs émotions. Je voyais ça il n'y a pas si longtemps. Ils ont fait des enquêtes
sur les émotions chez les gens. Puis généralement, les gens sont capables d'exprimer à peu près 3 émotions. Je suis joyeux, je suis triste, puis je suis fâché. Mais à part de ça, là, beaucoup de difficultés. Puis je me rends compte comment on peut avoir de la difficulté à se connecter avec notre ressenti. Puis dès qu'on rentre dans des émotions, à quelque part, ça devient menaçant pour nous de les exprimer. On rentre dans une vulnérabilité qui, en fait, c'est rien que là qu'on peut aimer puis qu'on peut être aimé. C'est là notre besoin le plus fondamental, c'est d'être en connexion. Donc, moi, j'étais arrivé à une je me disais, bon, ben là, je sais que je suis perdu. Ça, je savais ça, là. Bon, un fou qui sait qu'il est fou, il est moins fou qu'un fou qui sait pas qu'il est fou. Et un gars qui est perdu, il est peut-être un peu moins perdu qu'un gars qui sait pas qu'il est perdu. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je savais que j'étais perdu. Puis là, je me disais, bon, mais je me fie sur quoi? Parce que je peux pas me fier sur mon mental rationnel. À la logique, ouais. Je sais que ça peut m'aider, puis il faut que j'en tienne compte, mais je peux pas me fier uniquement. Il faut que j'établisse une connexion, bon, avec mon cœur, mais aussi avec mon corps. Puis là, mon corps, ça, là, puis j'ai eu quand même un bon corps qui a été bien bon pour moi toute ma vie. Mais là, mon corps, il me disait, là, j'ai mal, je file pas, j'ai pas d'énergie. Je suis ça va épuisée. pas. Exactement. Puis là, bon, ben, de dire, bon, mais après ça, avec les gens, comment est-ce que je me sens avec cette personne-là? Est-ce que je me sens accueilli? Est-ce que je me sens respecté? Est-ce que je me sens en sécurité avec cette personne-là? Tellement. Bon, puis tu sais comment on a eu des belles conversations avec Yvan Pion quand je suis allé vous voir, tu sais, ouais. On a eu des échanges, puis on a été capable d'ouvrir, tu sais, sur des sujets, tu sais, où on avait été vulnérable, où on avait été, là, vraiment, là, c'est pas à notre meilleur, là, mais qu'on avait vécu des choses difficiles, qu'on était capable de le partager. Pourquoi? Parce qu'on était accueillis, puis on était en sécurité, puis on était en confiance. Donc ça, je pense que si je regarde dans mon travail, écoute, j'ai été 36 ans à soigner les gens, Marie, là. Et quand je prenais le temps de m'asseoir avec les gens, puis j'écoutais, là, ce que je souhaite vous offrir, c'est un espace où vous êtes assez en confiance, puis assez en sécurité pour me parler honnêtement. Le plus beau cadeau que vous pouvez me faire, c'est d'être vrai. Ouais, intègre. Hein? Puis ce qu'on réalise, c'est qu'on n'a tellement pas l'opportunité de le faire dans notre société, dans notre culture, que la seule façon qu'on a de le faire, c'est à travers nos maladies. Donc moi, j'ai passé ma vie à rencontrer les gens dans leurs maladies et leurs souffrances. Donc, à quelque part, mon corps, ce qu'il a compris, c'est quand ça ne va pas, il faut que tu sois malade. Il faut que tu souffres. Une fausse c'est comme ça que tu peux l'exprimer. Là. Tu ne peux pas l'exprimer autrement que ça. On n'a pas les mots. On a les mots, M-A-U-X, oui, mais on n'a pas les mots M-O-D, oui, M-O-D-S. Donc ça, je pense que ça parle beaucoup, là. Puis ce que je vois, c'est que il y a quand même des mouvements où il y a des hommes. Moi, j'ai eu la chance de faire partie d'un cercle d'hommes. J'ai eu la chance de faire partie de des groupes où il y a des cercles de parole, où on est capable d'avoir l'opportunité de parler de nous. Puis quand j'ai fait partie du cercle d'hommes, j'ai eu une réalisation qui était, c'est la première fois dans ma vie que j'ai l'opportunité de parler avec d'autres hommes sans être dans mon rôle de médecin. Ben oui, je comprends. Comment tu as vécu ça? J'ai trouvé ça extraordinaire et touchant parce que d'être humain, de parler de soi, puis on n'était pas là pour parler de
se péter de la broue puis dire comment on était bon puis qu'on était fin. On était là pour justement explorer nos émotions, comment on vivait ce qu'on vivait. C'était du De parler au partage. je suis, de parler au je suis, Ouais. de parler au je, de parler de moi. Puis c'est facile de rentrer dans des histoires, puis de raconter des histoires, des anecdotes. Puis toutes ces choses-là peuvent donner une idée de ce qu'on vit, mais ça ne nous permet pas de dire comment on se sent par rapport à ce qu'on vit. Ouais. Ça, je pense que c'est un gros point important d'arriver à explorer nos ressentis. Puis quand on a l'opportunité de le faire, c'est extraordinaire de voir la beauté chez les hommes et chez les gens qui se révèlent. Là, on voit l'humain. Oui, bien, puis pas. Même si on voit, parce qu'au début, c'est surtout la partie blessée qui sort. Mais la Ben partie oui. blessée, là, elle fait juste protéger le diamant, le joyau qui est en arrière. Et plus que ça, je dirais, Marie, les âmes que nous sommes, Absolument. qui avons eu le privilège ou le choix ou ont accepté de vivre cette incarnation humaine-là, Mm-mm. on a chacun un parcours particulier et nos blessures et nos traumas, ces choses-là qui nous ont profondément marqués, ces événements-là que quand on arrive à les rencontrer, à les transcender, à les alchimiser, Oui, absolument. c'est là qu'on devient l'héros, la belle personne lumineuse et aimante qui a un bijou, un trésor unique à offrir et à partager avec le monde autour de nous. Là, on devient des créateurs, on devient des participants, on devient des collaborateurs, on devient des êtres humains là, merveilleux. Ah oui. C'est pour ça que tu fais ce que tu fais, c'est parce que tu as conscience de ça. Ben moi, là, sérieux, je me rappelle, j'avais 7 ans. À l'école, je défendais ceux qui se faisaient malmener. Mais je me battais, là, pour les défendre. Tu comprends-tu? Ah Fait que, ouais? première nouvelle, je me ramassais dans le bureau de la directrice. Puis là, la directrice, elle essayait de me dire qu'il y avait des adultes pour régler les conflits sur la cour d'école. Là, j'avais beau y dire, c'est pas vrai, ils font rien. Fait que moi, j'ai décidé que j'étais pour m'en charger. J'avais Bon. 7 ans. Fait qu'à L'âge de raison. à partir, je sais pas, mais en tout cas, j'étais pas mal mature que les professeurs dans le cours d'école qui mangeaient leurs pommes puis qui laissaient les autres se faire battre puis qui faisaient rien parce qu'ils voulaient pas s'en mêler. Fait que là, la directrice, elle me disait, mais tu peux pas te mêler des affaires des autres. Tu vas te faire punir à la place des autres. J'ai dit, ça me dérange pas, je suis capable de le prendre. J'avais mais Marie, 7 ans. Tu démontres là comment que les adultes, c'était tellement intégré dans leur esprit que ces conflits-là étaient, entre guillemets, normaux, que les traumatismes que les enfants vivaient à travers ces conflits-là et ces violences-là, c'était normal. Ça Oui. fait partie de l'enfance, ça fait partie du développement. Mais toi, ta conscience te dit non, c'est pas correct. Ces gens-là, cette personne-là qui agresse l'autre, il y a de la souffrance qui est infligée, puis je suis pas indifférente à ça, puis je vais agir. Exact. Puis de me faire chicaner, là, ça me dérangeait pas. Là. Peu importe la punition, là, pour moi, c'était acceptable de subir ça parce que en l'intérieur de moi, là, j'étais capable de le prendre. Bon. Fait que moi, là, mettons, on fait une image, me faire fouetter à la place de quelqu'un d'autre, je m'en foutais, j'étais costaud de l'intérieur. Bon. Fait qu'à partir de là, mais tu sais, je veux dire, j'ai toujours fait ça. Je ne peux pas concevoir ma vie à ne pas aider les gens. Je ne peux pas faire ça. Bon. Je voudrais faire semblant, là, puis je serais bien malheureuse. Mais j'imagine à ce moment-là, comme moi, qui avait ce désir-là, ce besoin-là d'aider.
Écoute, moi, j'avais le sentiment, j'ai eu l'intelligence et les talents que j'ai eus, je veux les mettre au service. Écoute, j'ai une job pour le faire, là, donc je vais le faire. Mais là, tu te rends compte, c'est pas si simple que ça, aider le monde, hein, Marie? Non, c'est pas toujours simple. Hein? Il y a des résistances. Puis effectivement, des fois, là, on se rend compte que les gens ont besoin de leur situation, de leur souffrance, de leur malaise. Ils en ont besoin. Puis si tu leur offres une solution, là, non, ils n'en veulent pas. Ils ont besoin de vivre ce qu'ils ont besoin de vivre. Ouais. Puis là, c'est particulièrement dur quand c'est des proches, là. On les voit en train de vivre leurs expériences difficiles, négatives. Tu voudrais tellement les aider et les épargner, mais tu peux rien faire. Ben, puis même souvent, quand c'est des gens proches, ça veut pas dire que des gens qu'on connaît pas, c'est pas ça, mais même les gens proches, souvent, c'est destructeur. Puis il faut que tu attendes qu'ils se ramassent à petite cuillère, puis là, tu vas aller l'aider à se reconstruire. Quand il va dire tu peux-tu m'aider? Mais Ouais. qu'eux autres mêmes seront même pas capables de se tenir debout, là. Bon, c'est ça. Donc, on a définitivement des expériences qu'on doit vivre, Ouais. qu'on choisit de vivre. Puis là, à ce moment-là, on devient beaucoup plus des accompagnateurs, puis des ressources, tu sais, pour écouter, recevoir, Ouais. puis à quelque part remettre la personne à elle-même. Mais en même temps, il faut apporter, je pense, en tout cas, moi, dans ce que je vis, il faut apporter quand même l'ouverture de certains chemins. Juste pour dire à la personne qui vit un moment difficile, est-ce que tu as déjà pensé à telle option? Est-ce que tu as déjà vu la vie avec ces lunettes-là? Regarde, tu sais? Fait qu'à partir de là, les gens ils vont faire comme, ben non, j'avais pas pensé à ça. Puis telle affaire, on peut faire ça? Ben oui, tu peux faire ça. Ah, ben je le savais pas. Fait qu'on vient, en tant qu'accompagnateur, apporter des façons de voir, de faire, de procéder différents, pas menaçants, à la vitesse que la personne va être en mesure. C'est pas, moi, je vais te prendre la main, envoie, suis-moi. Moi, je fais des pas de géant parce que je suis une girafe, puis toi, t'es une souris, pédale. C'est pas de même, là. C'est vraiment des solutions qui vont respecter le rythme d'évolution de la personne, qu'est-ce qu'elle est capable de prendre au moment présent, mais de lui offrir, de l'allumer sur est-ce que tu savais que ça se fait, ça se fait, il y a ça, il y a ça, il y a ça. À partir de ça, là, les gens, ils peuvent faire du déni, ils peuvent aller faire de l'exploration, ils peuvent aller faire de l'espionnage, aller voir qu'est-ce que ça a de l'air, puis après ça, regarder ce que ça leur fait à l'intérieur, puis quand ils seront prêts, ils vont bouger. Bon, mais tu sais, il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire là, parce qu'il y a toute la question d'offrir une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir. Ça, c'est intéressant dans le sens que déjà, j'imagine que tu es assez sensible à ça, comment les gens parlent de leur situation. Ouais. Toute la question de la victimisation, par exemple. Oui, absolument. Pauvre de moi. C'est la faute à tout le monde. Moi, je peux rien faire. Moi, je suis vraiment victime. Bien, les gens se sentent impuissants. Donc, un sentiment d'impuissance-là, ça, c'est une perspective qui a été beaucoup envoyée à nous, là, qu'on a subi, là. Puis donc, ça fait partie de nos mécanismes, là, de sentir impuissant. Tu sais, quand tu parles avec le monde, des fois, des choses, ils vont dire, ben oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben, c'est ça, c'est quasiment normal. Ben voyons, ben oui, on le sait, mais on peut rien faire. On peut rien faire. La phrase Ça, qui tue. Bon, ça, là, ça, c'est une grosse affaire. Après ça, comme d'avoir assez d'amour de soi pour dire je mérite mieux. Parce que beaucoup de nos problèmes, de nos situations, on se sent indigne, on se sent pas aimable, on sent pas qu'on mérite la considération. Là, ça a l'air de rien, mais tu parles de plein de fausses croyances, hein?
C'est ça. On sent. Mais ça, c'est des choses qui sont inculquées. Quand tu te fais envoyer, mais ferme ta gueule, on ne t'intéresse pas à ce que tu dis, à ce que tu penses. Absolument. Dépendamment par qui et quand, ça marque. Ouais. Arrête de pleurer. Ah! Arrête de faire le bébé. Ah! Tu sais, fais un homme de toi. Ah! Ouais. Hein? Tellement. Ça, là, jeune, puis en cours de développement, ça marque quelqu'un. Ça, c'est des programmes qui sont saboteurs, puis qu'il faut défaire. Ils sont pas toujours évidents à défaire. Ben, puis c'est parce que ça se défera pas tout seul non plus. Il faut que la jante masculine, ça, il en soit conscient. Ça va pas se dissoudre en faisant rien. C'est pas vrai. Bon. Là, après ça, il y a toute la pression du groupe. Oui. Dans quelle gang tu fais partie? De quelle gang tu fais partie? Bon, moi, je faisais partie le collège des médecins. C'est une gang, ça, la mafia médicale. Bon. Et on en vend de la bonne. T'sais. Ah oui, oui. Une petite pilule, une petite granule. Tout ça. Donc, tu sais, dépendamment de la gang avec laquelle tu es associé, ta famille, tes proches, c'est pas toujours évident de dire ah, ben, je vais me dissocier de mon groupe pour adopter un autre point de vue, une autre façon de regarder les choses. Moi, une des choses que j'ai trouvé très difficile, c'était de réaliser que parce que mes points de vue, mes opinions, mes connaissances différaient, étaient en contradiction avec la ligne officielle, que les gens à qui j'aurais voulu en parler, ils n'étaient pas capables de m'accueillir. Ils avaient beau m'aimer, là. Mais ils disaient, là, ben voyons, mais oui, mais tout le monde pense comme ça. Puis les pressions sociales vont dans ce sens-là. Exact. C'est fort. Tu sais, la pression du troupeau, là, ça, c'est très fort. Donc, pour être accepté dans un groupe, pour fonctionner dans un groupe, il faut adopter, souvent, ou soit se taire, ou adopter la position du groupe. Si tout le monde dit 2 plus 2 égale 5, tu dis 2 plus 2 égale 5, ou tu t'en parles pas. Donc ça, c'est une grosse affaire aussi. Donc, je pense qu'il y a... Bon. Mais cette souffrance-là dont on parle, qui a ces racines-là, ça va loin. Ça va loin. Oui, vraiment. Ça va loin. Écoute, il y a quand même une conscience qui s'éveille et des conversations qu'on ne pouvait pas avoir il y a quelques années. C'est vrai. Mais aujourd'hui, on est davantage capable de trouver des gens avec qui on peut en parler, qui sont capables de considérer des réalités qu'ils n'auraient pas voulu accepter. De dire, bon, ben là, ça se peut-tu que un gouvernement décide de travailler contre sa population? Ben voyons. C'est assez déstabilisant, effectivement. Hein? Ça se peut-tu qu'il y a des réseaux sataniques pédophiles? Mais non. Ça se peut-tu que... Bon, puis là, comment on fait? Ben, dépendamment de l'expérience de vie qu'on a. T'sais. Écoute, moi, j'ai eu la chance d'avoir plein de monde qui m'ont partagé leur expérience de mort imminente. Ah oui. D'avoir été capable de les écouter, d'avoir voulu explorer ce phénomène-là, ça m'a amené à considérer des choses, puis à réaliser des choses que si j'avais pas voulu le considérer, je serais une autre personne. Oui, absolument. Il y a un cardiologue hollandais qui s'appelle Pim van Lommel qui avait fait une recherche, c'est un cardiologue, chez les patients qui avaient été réanimés. Puis, il leur a fait passer des questionnaires pour voir s'il y en avait dans ses clients qui avaient fait des expériences genre mort imminente. Ouais. Puis, à son grand étonnement, il y en avait pas mal.
il y en avait presque 20% qui rapportaient des choses comme ça, d'être sortis de leur corps puis d'avoir vécu des choses alors qu'ils étaient supposés être morts. Puis là, on parle bien de, mettons, 20% qui ont osé parler. Ben, ils ont fait le questionnaire puis ils en ont parlé. Puis lui, là, il a décidé de présenter sa recherche à d'autres cardiologues, tu sais, dans présentation où il y avait des cardiologues. Puis un des vieux cardiologues qui était là, il se lève debout à la fin de la présentation. Puis tu sais, de la bullshit, ton affaire, t'es malade. Et moi, ça fait au-dessus de 40 ans que je fais de la cardiologie. Il n'y a jamais un de mes patients qui est venu me raconter des sornettes semblables. Puis c'est assis. Bon. Puis là, il y a un autre monsieur qui s'est levé dans la salle. Puis il dit, moi, là, j'en ai fait une réaction, tu sais, une expérience de mort imminente. Je suis un patient de ce docteur-là. Tu es la dernière personne à qui j'en aurais parlé. À cause de son attitude. Exactement. Donc, il y a des choses qu'on n'apprendra pas, qu'on ne pourra pas considérer parce qu'on ne veut pas. Ça menace notre structure de compréhension puis de connaissance. Mm-hmm. Puis, moi, c'est une chose qui m'a aidé dans ma vie, c'est que j'ai accepté mon ignorance. On ne sait pas tout. Exactement. Donc, ça permet d'une certaine ouverture puis de considérer d'autres affaires. Puis on se rend compte que la réalité, elle peut être, écoute, elle est bien plus grande que ce qu'on avait imaginé, puisqu'à quelque part, ce qu'on peut imaginer. Puis donc, pas la limite, ça. c'est notre imaginaire, puis notre... Tu sais, faut pas... Mettons-nous le moins de limites possible, puis acceptons qu'il y a des choses qui nous dépassent. Oui, puis qu'on n'a pas réponse à tout, qu'on peut sentir puis vivre des expériences sans savoir nécessairement le pourquoi, mais tu peux pas faire semblant que tu l'as pas vécu. Ben, la vie est un beau mystère. Ben oui. Puis, d'après toi, à quel niveau les hommes vivent des détresses? Il y a physique, mental, émotionnel. Est-ce que tu as pu remarquer dans ta pratique ou toi, en tant qu'homme, d'autres niveaux, d'autres domaines de vie? Moi, je pense que c'est beaucoup au niveau relationnel. La capacité d'être en connexion. Avec soi-même? C'est ce besoin-là. Et d'abord avec soi-même. Donc, moins ta connexion avec toi-même est bonne, plus ta connexion avec les autres est superficielle. Hein? Puis là, ben, après ça, la connexion, ben, si on parle à ce moment-là de sexualité, c'est ce qui devrait être le plus naturel, le plus... Tu sais, c'est une façon que le corps a de vivre une connexion extraordinaire. Je pense que ça, c'est en tout cas, moi, je pense que c'est un gros sujet, ça. Après ça, mais je pense que c'est beaucoup au niveau relationnel, Marie. Puis le caractère côté spirituel, invisibilité, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que pour beaucoup d'hommes, c'est d'être dans le concret, d'être bon, dans l'avoir, pour paraître, au lieu d'être dans l'être. Ça peut être une façon de se valider, garder ce que j'ai, garder ce que j'ai l'air. Se sécuriser. Ouais. Donc ça peut être très fort. Puis je pense que quand ça a été, dépendamment comment que ça a été comblé ou satisfait, peut-être qu'on peut arriver plus facilement à l'être. Il y a probablement des étapes là-dedans. Bien, des étapes ou des circonstances qui font qu'un coup de batte dans le visage... Ça... Je pense que nos expériences avec la maladie puis la mort vont jouer beaucoup. Les pertes, les deuils. Parce que là, tu vois, pour moi, la spiritualité, c'est beaucoup la question de... On est des êtres spirituels. On est des âmes incarnées. On s'incarne dans un corps qui a des mémoires, une histoire génétique ancestrale qui nous programme. Puis après ça, l'âme qui s'incarne, d'où est-ce qu'elle vient? C'est quoi qu'elle a vécu comme expérience antérieure? Ça,
dans notre contexte culturel, on n'a pas beaucoup d'opportunités d'explorer ça. Et d'en parler. Et d'en parler. Donc ça, je pense que c'est assez aliénant, ça. Donc, puis surtout que dès que tu commences à parler de choses plus spirituelles, D'invisible, là. ouais, tu peux être étiqueté, là. Ouais. Tu peux être, les psychiatres sont pas tous ouverts à la spiritualité de l'humain. Mm-hmm. Ils veulent tout mettre dans le cerveau. Puis Dieu, en tout cas, Dieu sait que c'est pas tout là. La conscience n'est pas dans le cerveau. Là. Non. Il y a plutôt la famille de la peur qui est là. C'est une grosse famille. Hein? Il y a beaucoup de cousins et de cousines là-dedans. Là. C'est notre système d'opération. Puis nos programmes ça fonctionne d'une manière. Puis notre corps réagit de certaines manières parce que les circuits sont allumés dans certaines circonstances. Donc, c'est bien fait, là. Mais, la conscience qui anime tout ça, la vie qui anime tout ça, là, il y a des... C'est pas le cerveau qui produit la conscience. Mm. C'est une interface, en tout cas, tant qu'à moi. Pour moi, c'est assez clair. Puis, donc, pour être capable d'accéder à ça, je pense que, faut se donner des opportunités. Je pense qu'on a avantage d'avoir des circonstances qui sont favorisantes. Moi, d'avoir été dans le domaine de l'art, puis d'avoir eu des gros questionnements au niveau spirituel, ça m'a motivé à explorer ces domaines-là. Puis... Est-ce que tu t'es découvert plus le fait d'explorer les domaines de l'art et le côté spirituel? Est-ce que tu t'es trouvé un peu plus, toi, en tant qu'individu, Pierre Thériault? Définitivement, pour moi, là, d'avoir voulu explorer mon inconscient oui. à travers la créativité en disant c'est un outil d'expression, c'est une porte pour avoir accès à mon inconscient et j'ai avantage à permettre à ce qui est enfoui là-dedans de se manifester. Puis j'ai appris que il y a une intelligence extraordinaire qui fait que ça va s'exprimer quand c'est le temps sous la formule, à la manière la plus adaptée aux circonstances pour que je puisse l'intégrer dans ma compréhension à ce moment-là. Ouais. Ça vient, là, c'est comme un casse-tête qui se construit, là. Ouais. Il y a un morceau qui fit, on commence à voir l'image plus claire. À force de persévérer, on commence à avoir là, une idée là, plus claire de à quoi on a affaire. Mm. Puis, d'après toi, ça serait quoi les solutions qu'on pourrait proposer aux hommes pour apprendre à se découvrir, à accepter de prendre une pause peut-être dans leur vie quand ils vivent une tempête intérieure, là, tu sais? Puis, il y a quoi comme solution? Moi, je pense que ce qui est évident, c'est d'offrir à la personne du temps. Le temps. Oui. Arrêtez d'être dans les 3 P, là, productif, performant puis payant, là. Écoute, vous avez 5 minutes, là, ou 10 minutes, 5 minutes, puis après ça, je vous bille, puis on se reverra la semaine prochaine. Exact. Bon, je pense que le temps est une chose. Après ça, un espace d'accueil, d'écoute, de non-jugement vraiment sécuritaire, où on est capable, on permet à la personne de sentir qu'on est capable de l'accueillir. Puis, ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Le mieux que tu peux faire, c'est parfait. Ouais. Puis tu as le droit de changer d'idée, tu as le droit d'être capable de te reprendre. Tu as le droit de changer de perspective, justement. Oui, de faire un essai 1, un essai 2, un essai 3. D'avoir la permission d'essayer de s'exprimer. Tellement.
Puis là, après ça, ben, quand la personne qui écoute est capable à une bonne écoute, puis qui est capable de refléter, est-ce que j'ai bien compris? Puis que la personne se sent entendue. Oui, avec sa réalité à elle. OK, j'ai entendu ce que tu as dit. Puis là, bon, ben, quand on est capable de refléter, puis après ça, d'offrir, de partager, ben moi, ce que ça évoque chez moi, ce que tu dis. Puis là, quand tu rentres dans tes perspectives, moi, je le vois peut-être différemment de toi, ou d'offrir d'autres perspectives. Est-ce que tu es d'accord que je te donne mon point de vue? Est-ce que ça peut t'intéresser? Mais d'être vraiment à la disposition de la personne, parce qu'on le sait, la seule personne, puis la meilleure personne pour trouver ta solution, c'est toi. Exact. Moi, je suis pas là pour te dire comment tu dois penser. Je suis pas là pour te dire comment tu dois te sentir. Puis je suis surtout pas là pour te dire qu'est-ce que tu as à faire. Oui, puis que tu aurais donc dû, ou il aurait fallu, ou il aurait peut-être pu, tu sais. C'est ça. Puis si déjà tu me fais l'honneur de me faire confiance pour t'écouter, c'est déjà beaucoup. Ouais. Merci de partager avec moi. Ouais. Ça, je pense que c'est le principal outil. Puis je pense que ça, c'est la base. Puis au-delà de tout ça, je pense que d'offrir aux gens des projets qui leur permettent d'offrir leur talent, leur contribution en conjonction avec d'autres, participer à quelque chose de plus grand que toi. Ça, je pense que c'est ce qui va nous sauver, Marie. Oui. Ben, c'est parce qu'en étant reconnu pour tes forces, automatiquement, tu es apprécié, fait que ça vient donner une sécurité intérieure. Puis à partir de là, dans cette sécurité, cette nouvelle sécurité intérieure, il y a de la guérison qui se fait. Puis à partir de cette guérison-là, ben plus, la roue, elle s'enclenche, là. À un moment donné, plus que tu fais ci, ça, ben plus qu'il y a de la guérison, plus qu'il y a de la guérison, plus qu'il y a de l'ouverture, puis qu'il y a de la sécurité, il y a une solidité intérieure qui grandit. Fait que c'est comme si on se transformait, pour faire une image, comme si nous, on devenait avec des arbres, un arbre avec des racines ultra profondes. Fait qu'il va y avoir des tempêtes dans la vie qui vont continuer, là. Ça ne l'arrêtera pas. Mais à la limite, tu vas perdre quelques feuilles, quelques branches, mais tu ne déracineras pas, là. Tu ne vas pas casser non plus. Mais on peut imaginer qu'il y a des hommes qui arrivent avec leurs défis, leurs problèmes, leurs traumas, qui, parce qu'ils se mettent ensemble, parce qu'ils se mettent en démarche, parce qu'ils se rejoignent, imagine qu'ils décident justement, on dit, on va le construire, notre centre. On va le créer, puis on va aller mobiliser les affaires pour le faire. Puis ce centre-là va permettre à des hommes comme nous autres de faire des cheminements, puis ça va être bon pour tout le monde. Exact. Et de dire, moi, j'ai participé à ça, j'ai contribué à ça, ça a participé à ma guérison, ça m'a donné de la valeur. Puis ça a venu faire que tout ce que j'ai pu vivre de trauma, puis de souffrance, puis de difficultés, ça m'a permis de réaliser ça finalement. Ça m'a conduit là, c'est ça qui m'a amené là. Puis là, on vient tout transformer ces traumas et ces souffrances-là en quelque chose d'hyper positif et d'humain. Ben, il se ramasse avec une mine d'or. Exactement. Fait que ça a vraiment... c'est vraiment alchimique, là. Ça a vraiment transmuté tout ça parce qu'à plusieurs... Tu sais, comme la petite phrase qui dit « Tout seul, on va vite. À plusieurs, on va plus loin. » Mais c'est vrai. Pendant qu'il y en a un qui trouve ça difficile, c'est les autres qui le portent. À un autre moment donné, c'est l'autre, puis le reste du groupe le porte. Fait que l'union d'être dans le un pour tous, tous pour un, dans le respect, le non-jugement, ça a une puissance juste exponentielle. Il y a des forces qu'on va trouver pour aider des gens qui sont proches de nous, qu'on n'aurait jamais soupçonné, pouvoir même évoquer pour nous-mêmes. Exact. Il y a des fois des affaires qu'on va faire pour les autres parce que on est solidaire puis on les aime. On n'aurait même pas été capable de le faire pour nous-mêmes.
on va trouver des forces qu'on savait même pas qu'on avait. Ben, puis souvent, moi, ce que j'ai constaté dans les consultations, des fois, les gens, exactement comme tu dis, ils partagent des choses, puis spontanément, tu sais, moi, je travaille avec l'intuition de la télépathie, là. Fait que à partir de là, oui, j'ai de l'expérience de vie, on s'entend-tu, là? J'ai pas 20 ans. Mais au travers de ça, je leur suggère ce qui monte à l'intérieur de moi. Puis première nouvelle, ben quand la personne, elle quitte, je me rassois, je refais un bilan de ce qui vient de se passer pour me prendre des notes pour la prochaine rencontre, admettons. Puis, je me rends compte que la personne qui est en avant de moi, là, ben ce qui vient de se passer là, c'est exactement ce que moi, j'avais besoin dans ma vie, à moi, à un autre niveau. Ouais. Mais la personne, elle le sait pas. Fait que dans le fond, quand on est ensemble, on est toujours en train de s'aider mutuellement. À des niveaux différents peut-être, mais on est toujours en train de s'aider. Et, tu sais, moi, en tout cas, je rêve, j'imagine, là, que justement, que cette satisfaction-là qu'on éprouve, que de faire partie de quelque chose qui est plus grand que moi, que nous, Ouais. qui est bienfaisant, qui est guérisseur, qui permet justement là, de retrouver ces aspects les plus vrais de nous, les plus nobles, les plus beaux. Là. Cette joie-là de participer à ça, plus il va y avoir du monde qui vont le vivre, là, ça c'est plus contagieux qu'un virus, ça. Ah, absolument, parce que les gens, quand ils le vivent, ils peuvent... Ça va avec ce qu'on a dit au début de notre rencontre. Un coup, tu l'as vécu, tu peux pas faire semblant que c'est pas là. Tu peux plus faire du déni. Tu l'as mis dans ta matière, tu l'as mis dans ton corps, ce que ça t'a fait vivre, tu l'as vécu, tout ton corps l'a vibré, là. Fait que c'est quelque chose que dans 50 ans, tu vas te rappeler toujours, là. Tu peux pas oublier ça. Fait que ça vient un peu comme se tatouer dans ton ADN, puis là, ça vient faire une transformation. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait et qu'on peut faire. On ne voit pas les résultats tout de suite. C'est vrai. On ne sait même pas ce qu'on a fait. Puis c'est correct. Puis des fois, là, ça prend le temps que ça prend avant que la graine, elle germe puis qu'elle donne son fruit. Oui, puis il y a d'autres domaines où est-ce que tu as des résultats hyper rapides. Absolument. Fait que faut pas s'attarder sur le fait que oui, je veux ça là. Faut être confortable dans faire le chemin. C'est ça. Pas juste l'aboutissement, mais être heureux sur le trajet. Puis quand tu arriveras là-bas, ben c'est comme l'apogée de. Et puis c'est dans ce sens-là que dans les 4 accords Toltec, le dernier qui est « Fais de ton mieux », fais ton possible. Fais de ton mieux, absolument. On fait de notre mieux. Puis quand tu as le sentiment d'avoir fait de ton mieux, d'accepter que c'est correct. Oui. Et de dire, bon, mais écoute, on n'a pas nécessairement les résultats qu'on voudrait, comme on voudrait quand on voudrait, mais on a fait de notre mieux. Et d'avoir confiance que ça va faire son chemin. Hein? Tabarouette, écoute, merci infiniment. Puis c'est vraiment un cadeau dans ma vie de t'avoir. Je suis honorée fois des millions et des millions et des millions. Merci pour ce moment précieux. Ben merci Marie pour ce que toi tu fais. Merci de me permettre de participer à ton œuvre. Puis, écoute, on est sa même équipe, hein? Ouais. On travaille dans le même sens, donc évidemment, là, ce que je peux faire là, pour contribuer, tu sais que je vais le faire. Ouais. Puis, c'est ça, on va... On va planter ces graines-là, puis on va gérer le jardin. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, c'est ça, on avait planifié faire le centre, puis bon, il a été mis en pause, mais il va repartir, c'est sûr. On est en démarche de ça. À défaut de pouvoir être en exécution de ça tout de suite, ben c'est pour ça que les podcasts sont arrivés. Ben c'est ça. Puis tu vas être à la 100e vague, toi, cette année encore. Oui. Ça va te donner l'opportunité de rencontrer toutes sortes de beaux mondes. Puis ça continue, hein?
Oui, absolument. Il n'est pas question qu'on arrête. C'est ça, les guerriers de lumière, hein? Ouais. Donc, salut à tout le beau monde. Salut à tout le monde. Puis, un gros namasté. Bon, ben merci. Fait que reste avec moi. On va juste couper l'enregistrement. C'est bon. Merci, Marie. En espérant que vous avez bien aimé notre émission, je vous laisse avec des liens pour communiquer avec nous. On a aussi des adresses courriels. L'adresse courriel, je vais vous nommer ça. C'est Manuri007 comme James Bond. Tu sais. @gmail.com. Manuri, je vais vous l'appeler Manurie 007 @gmail.com. Nous avons les sites Facebook Marie-Doff, l'expérience d'être soi. On a le site d'Internet. On a aussi la chaîne YouTube. Et moi-même, j'ai aussi ma chaîne YouTube de musique. Il nous fait un grand plaisir de vous lire et la joie de savoir que vous pouvez partager nos podcasts balado. À la prochaine!